Du coup, on fait une petite intro où on présente l'invité. Je te la fais écouter et tu me dis ce que t'en penses. Allez, let's go. Notre invité a fondé un média tech et entrepreneurial. Il publie sur TikTok, Instagram et YouTube des contenus au format simple et percutant. Leur mission, expliquer l'innovation pour la rendre accessible et utile. Vous saviez que des rats équipés de sacs à dos peuvent vous porter secours ? Maintenant, grâce à lui, oui. Plus jeune, il participait au concours d'éloquence. Nous verrons bien ce qui lui reste aujourd'hui. Malgré le fait que son média porte le nom d'une fée Wings, voici l'invité qui a le pouvoir d'innover avec nous, Matteo Camarda du média Bloom. Putain, très cool. Est-ce que ça te résume bien, ça te présente bien? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient fausses? Est-ce qu'il y a des choses que tu rajouterais? Non, c'est très cool. Il y a plein de petites anecdotes, j'aime bien. Ouais, c'est l'idée. Ouais, la Wings, pas ouf dessus, mais... Bon, t'as déjà fait la ok, c'est cool. Non, toujours pas. Non, c'est la première fois, mais... Ouais, tu vois ce que c'est, Wings? Ouais, carrément, ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'avais pas... C'est Greg qui a préparé le podcast et qui a enregistré cette intro, et c'est lui qui écrit ces trucs-là. Et Greg qui est assez fan de Wings. Et qui est fan de... Alors, il est fan de Wings. On fera peut-être un épisode de marqueur social avec lui, justement, pour qu'il nous explique sa passion pour Wings. Mais il est surtout fan de faire des vannes un peu douteuses, tu vois. Il aime bien, mais en même temps, c'est... J'ai bien aimé celle sur... rajoute un peu de... Sur le prénom de Valorant. Un truc sympa. Hein? J'ai bien aimé celle sur le prénom de Valorant, très cool. Imprononçable et tout, ouais, c'était clair. Du coup, l'idée, c'est de présenter un peu ce que tu fais, comment tu travailles aujourd'hui, comment tu réfléchis tes contenus, comment tu les analyses, etc. On va faire ça tout au long de l'épisode. Ouais. Mais est-ce que peut-être rapidement, tu peux présenter Bloom, anciennement Ujus, peut-être que les gens connaissent... Enfin, certains se souviendront plus d'Ujus que de Bloom, mais voilà, en tout cas, Ujus Media est devenu Bloom Media. Tu nous expliqueras peut-être un peu pourquoi ce changement de nom, mais je suis chaud que t'expliques un peu, voilà, en quelques phrases, ce que c'est, pourquoi la jeunesse, comment t'en es venu à faire ça aussi, parce que... Enfin, tu t'es pas levé un matin en disant tiens, je vais faire des contenus. Peut-être que si, en fait. Pas loin. Vas-y, je te laisse expliquer. Non, changement de nom récent. Il y en a pas mal qui connaissent Ujus encore aujourd'hui. Il y en a plein, tu vois, qui nous ont envoyé des messages en mode il y a un compte qui est en train de reprendre tous vos contenus. Non, on a juste changé de nom, les gars. Et ouais, on a changé de nom parce que on avait envie d'ouvrir encore plus, tu vois, ce qu'on faisait, de le démocratiser encore plus. Et Ujus, ça a une signification dans le passé qui était un jour une startup, donc qui est resté très axé, tu vois, sur le monde, l'écosystème tech français. C'est quoi, moi, je savais même pas que c'était ça, Ujus, en fait. Ouais, mais peu de gens le savent, tu vois, parce que c'était vraiment une période au tout début où, de base, nous, on faisait de la newsletter. On était une newsletter qui présentait tous les jours une startup qui allait révolutionner son marché. Et de base, on était, tu sais, sur de l'analyse de business model, de marché, tu vois, on était sur des trucs écrits et peut-être un peu chiants, tu vois, pour le grand public. Et au fur et à mesure, tu vois, on s'est ouvert de plus en plus. Et Bloom, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. Où là, aujourd'hui, on veut parler vraiment à tout le monde de 7 à 77 ans, même si on est sur un secteur qui est niche. Aujourd'hui, c'est une niche qui nous concerne tous. Et du coup, on pense que c'est important d'avertir tout le monde sur ce point-là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où tu dis que c'est une niche aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que ta niche, elle s'élargit quand même de plus en plus, non? Ouais, complètement. Et donc, c'est quoi pour toi ta niche? On est souvent caractérisé, tu vois, comme un média de niche parce qu'on est tech et du coup, il y a des gens pour qui, de prime abord, tu vois, ça reste assez complexe. Pour le coup, moi, je pense pas qu'on ait une niche. Je pense que globalement, on peut parler de tout sur notre média, du moment que ça concerne le futur et que ça fait comprendre aux gens ce que va devenir le futur. Donc aujourd'hui, Bloom, c'est vraiment ça sa mission, c'est de faire comprendre le futur à des gens qui n'ont pas forcément toutes les informations parce qu'ils ne suivent pas de newsletter, parce qu'ils sont pas start-upers parisiens, tu vois. Et donc globalement, c'est de dire Google était une start-up dans le passé. 10 ans après, Google contrôle limite le monde. Maintenant, nous, on va vous présenter des entreprises qui aujourd'hui sont des startups et qui dans 10 ans peut-être seront au niveau de Google. Et tu vois, c'est peut-être l'accroche là qui me tient le plus à cœur, moi, parce que ça fait une sorte d'éveil entrepreneurial et en même temps de curiosité simple, tu vois. Tout le monde, je pense, peut s'intéresser à ça. Et ouais, c'est très cool. Ok, et donc quand tu lances ça, tu lances tout seul au début ou tu lances avec tes associés? Pendant 2 jours, j'ai l'idée qui mature dans ma tête. Donc très rapide, tu vois. Genre, je crois qu'on est vraiment fin décembre 2020. Et début 2021, j'en parle à 3 amis à moi que j'ai rencontrés en prépa, qui n'avaient pas forcément d'appétence là-dedans. Il y en a un qui est à Sciences Po, l'autre qui est en droit et l'autre en communication, qui sont plus ou moins intéressés par le domaine tech.
je leur en parle, on le fait, et au fur et à mesure, en fait, chacun se passionne par ce domaine. Donc c'est ça qui est méga cool, c'est de partir avec 4 profils qui de base étaient pas très tech, et au fur et à mesure qu'on en parle, de se passionner pour ce domaine et de créer une mini forme d'expertise là-dessus. Ok. Mais c'est ça, t'as pris juste des gens avec qui tu t'entendais bien et t'as dit let's go quoi. Ouais, complètement. Ok, trop cool. Et vous lancez sur quoi à la base comme plateforme? De base, newsletter. Donc, c'était même pas une. C'était même pas un. Ok. Newsletter et LinkedIn et Instagram. LinkedIn et Instagram aussi. En fait, le format newsletter, on le répliquait en post sur LinkedIn et Instagram. Donc, on reprenait la même trame. C'est juste que la partie analyse business model, on l'a gardée pour la newsletter, avec comme perspective que les gens qui voient sur Insta et LinkedIn s'inscrivent à la newsletter, tu vois, pour avoir la suite de l'article. Et donc, c'était vraiment pensé, tu vois, comme un funnel marketing, où tu découvrais notre contenu sur Instagram ou LinkedIn, tu t'inscrivais à la newsletter et au fur et à mesure, tu vois, Elle existe encore la newsletter ou pas? Non, plus du tout. Parce que tu me dis si je me trompe pas, je suis très inculte des newsletters, mais moi dans mon esprit, la newsletter c'est fini quoi. Ok. En fait c'est mort dans le sens où j'ai l'impression que en fait l'ensemble des gens reçoivent trop de newsletters, n'en veulent plus, les 3/4 maintenant tombent en spam, enfin tu vois, il y a un truc où j'ai l'impression que la newsletter par mail un peu classique, en fait je sais pas, moi, à titre perso j'en consomme pas. Ouais. Plus en tout cas, et j'ai l'impression que ce format a été détruit par le surabus en fait, tu vois. Non mais il y a eu un abus pendant le confinement en fait, tu vois, tout le monde s'est lancé sur une newsletter pendant le confinement. Ah ouais, moi j'ai l'impression que ça date même d'avant ça, tu vois. Et il y a beaucoup de newsletters qui ont émergé pendant le confinement, et tu vois, avec des micro-audiences, et le modèle est assez intéressant parce que maintenant, tu vois, il y a l'émergence des newsletters payantes, qui était un modèle qui n'existait pas, ou je crois, dans le passé, et qui commence à de plus en plus démocratiser. Quand tu vois des newsletters comme Snowball, comme Magma, qui sont très précis, tu vois, dans les infos qu'ils apportent, là, tu vois la valeur que ça a, à l'inverse, tu vois, d'une vidéo sur YouTube qui va vouloir rester accessible, tu vois, au plus grand nombre. Donc, non, je pense que ça a encore un sens aujourd'hui, mais pas pour le grand public. Ça reste sur des sujets, sur des personnes niches dans l'écosystème tech, startup. Mais globalement, moi j'ai l'impression, enfin je me trompe peut-être, mais en fait vu que les chiffres sont pas transparents, tu sais pas combien de personnes ça drive, tu vois, est-ce que c'est très gros ou pas, et j'avais échangé avec des gens qui étaient plutôt bons en newsletter, et ils m'expliquaient que c'était vraiment le fond de leur funnel quoi, c'était la fin de la fin de la fin quoi, c'est vraiment les power users entre guillemets de leur service, de leurs médias, de leurs infos, enfin peu importe en fonction de ce qu'ils faisaient, mais tu vois que c'était là où il y avait le moins d'audience, mais certainement la plus engagée, la plus qualifiée. Tu vois, genre nous on a commencé avec une audience qui était des VC parisiens et des business angels, pour finir avec aujourd'hui des ados jeunes et plus vieilles personnes qui nous suivent, genre, et de manière globale, sans forcément arriver à mettre un métier ou une classe sociale dessus. Et donc c'est intéressant parce que la newsletter, ça te permet de toucher des sujets très très cibles. Je pense qu'il y a des gens qui font des newsletters très financières aujourd'hui, très très juridiques, et qui arrivent à toucher les bonnes personnes, et donc derrière à toucher les bonnes marques et à mieux convertir. Bah c'est ça, c'est vraiment une stratégie globale. Tu peux pas juste prendre ta newsletter. Et donc assez rapidement en fait tu lances sur LinkedIn et Insta, enfin même quasiment directement. Ouais, carrément directement sur Insta. Et après pendant l'été, on se remet un peu en question sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait surtout. Parce que c'est ça qui est important, c'est pourquoi on le fait. Parce que à la fin, tu vois, ça nous passionnait plus tant que ça d'écrire des articles sur les startups françaises. Et il y a déjà un tas d'infos dessus. Et globalement, nous, notre mission, elle était ailleurs. Et donc, on a commencé à être un peu plus intense sur Instagram et à découvrir aussi ce que c'est la vidéo. Un truc qu'on faisait pas du tout avant. Donc là-dessus, vraiment, on commence, mais comme... Il y a des gens qui avaient des compétences vidéo au moment où vous... Personne. Commencez ? Non. C'est vous apprenez en même temps, quoi. Ouais, moi, j'ai fait un job de freelance en arrivant à Paris pendant 1 mois en tant que monteur vidéo sans qualification de monteur. Et monteur vidéo... Ouais, tu l'avais déjà fait en perso ou même non, pas ? Même pas. T'avais plutôt... J'ai mis que je savais tout faire en mode création de contenu, et du coup, j'attendais qu'il y ait des trucs qui viennent, et j'ai travaillé pour un média food à Paris. Qui est pas mal suivi en vrai, qui a 500 000 abonnés. Et le deal était cool. Je testais des restos à Paris et je faisais des vidéos dessus. Et donc, je mangeais des bons restos gratuitement, donc c'était assez cool. Et la fille qui a lancé ça était hyper rigoureuse sur le montage, un montage qui est complètement sur téléphone, et sur toutes les règles de l'algorithme Instagram. Et donc, en vrai, c'était que 1 mois, mais c'était hyper intense en niveau expérience. Et donc, de ce fait, tu vois, j'ai continué ça sur Bloom.
Ok. Nous, on aime beaucoup parler de storytelling, qui est un sujet important. Déjà, avant de parler de storytelling, votre veille sur tous les sujets dont vous parlez, vous l'identifiez, vous la faites comment? En fait, c'est une question qui est dure parce que souvent, en fait, les gens savent pas trop parce qu'ils ont pas un process de 10h à midi, je vais faire une veille, tu vois. C'est plus du global, mais globalement, vous allez chercher vous renseignez sur quoi, vous allez chercher vos infos. C'est vrai que c'est un process, nous, qui n'est pas un process, en fait. C'est vraiment. Mais en fait, c'est rarement un process, la veille, en vrai. C'est rarement un process, et je pense qu'il faut pas que ça le soit, parce que ça doit rester un plaisir, et nous, on le prend comme tel. Et donc, globalement, on suit pas mal de médias étrangers. Toutes les infos qu'on source, elles sont majoritairement à l'étranger, sur nos vidéos en tout cas, parce que ça nous permet, tu vois, d'avoir une certaine exclusivité quand on va sortir la vidéo. Sur les posts, un peu moins, parce que t'as les communiqués de presse qui partent le matin, donc forcément, t'as des blogs qui en ont parlé avant nous, des blogs ou des médias. Et donc, toute l'info, on la source à l'étranger, donc majoritairement aux États-Unis et un peu en Asie sur des médias spécialisés sur la tech, donc les TechCrunch, les Bloomberg, les choses comme ça. Et après on utilise Feedly qui est devenu genre l'incontournable. C'est Valorant, il en parle aussi, je crois, dans l'épisode qu'on a fait avec lui. Il dit que c'est aussi un des trucs qu'il utilise beaucoup. Beaucoup trop utile Feedly, et genre on a tellement bien pensé les médias qu'on suit dans chaque canal que moi je l'utilise pas Feedly, je connais mais j'utilise pas, et tu vois, il faudrait que je le fasse. Bah après, si t'es dans une veille vraiment de ce qui se passe globalement et que tu veux juste te tenir informé, c'est ok, mais je pense que ton feed le fait très bien pour toi. Par contre, si t'es dans une recherche peut-être de points plus précis, ça peut être intéressant. Ouais, non, moi c'est plus aller m'informer ailleurs, parce que bon, j'ai eu une phase où je suis plutôt dans une phase aujourd'hui où j'essaie de cut au maximum l'information, parce que je me suis trop surinformé et tu te fais bombarder. Trop bombardé, et à un moment ça m'a un peu saoulé, donc j'ai un peu tout coupé, et du coup les infos que je prends aujourd'hui, c'est globalement mes potes qui vont repartager des trucs sur Insta, tu vois. J'ai plus de sources d'infos fixe. C'est-à-dire qu'en fait, et souvent ce que mes potes vont repartager sur Insta, c'est des trucs très sensationnels. Donc en fait, tu vois que les trucs très sensationnels, tu vois. Et ils en repartagent pas non plus tous les jours. Enfin, tu vois, donc il y a plein d'infos que j'ai pas. Et Feedly, je me dis que en suivant que les médias et les trucs que j'aime bien, etc. Tu vois. Après, sur la tech, s'il y a un site que je consomme beaucoup sur la tech, c'est Frandroid. Ils sont très forts. Non, mais globalement, Feedly, ça te permet justement de pas avoir ce truc de sensationnel que t'as forcément sur les réseaux sociaux. Même nous, on l'a, tu vois. On sait qu'on est identifié là-dessus. Oui, mais c'est normal. Enfin, tu vois, obligé. Ma question suivante, c'était, est-ce que t'as des outils que tu utilises aujourd'hui dans ton processus de création? Alors, processus de création, il va de la veille au moment où tu postes, hein, tu vois, c'est vraiment tout. Est-ce que t'as des outils, toi, que tu utilises, peut-être, tu te dis aujourd'hui, ça vraiment, je pourrais pas m'en passer? Des outils dont je pourrais pas me passer. Tu vois, ça peut être ton logiciel de montage, un truc qui te permet de t'organiser, j'en sais rien. Tu vois, par exemple, Naotech, qu'on a eu dans un autre épisode, il nous disait que lui, il avait ses idées partaient dans tous les sens tout le temps, et que du coup, la manière qu'il avait trouvé pour structurer ses idées pour ses vidéos, c'était les mind maps. Ok, trop cool. Et que c'était un truc qui avait été game breaker pour lui, parce que vraiment il a au même moment et au même niveau de puissance des macros et des micro idées, tu vois. Et du coup, que pour pouvoir s'organiser, il jetait tout sur un mind map, et derrière ça lui permettait de structurer et de donner un ordre aux choses, etc. Ok. Non, après, nous on est sur de l'actualité maintenant. Avant on l'était pas, aujourd'hui on est sur de l'actualité, ce qui fait que globalement c'est très dur de penser le contenu un mois à l'avance. Le contenu il se pense à la semaine. Des fois la journée, tu vois. Et nous, le meilleur outil qu'on a, c'est Discord, parce qu'en fait, on voit que si on transmet de l'information, globalement, il n'y a pas besoin d'une organisation de ouf. Si tout le monde arrive à se parler efficacement, t'as pas besoin de te dire que tel post sort à telle heure. Tout le monde sait ce qu'il a à faire dans une semaine. Et si on se tient informé sur notre Discord, et tout se passe bien à ce niveau-là. Et après, les outils dont vraiment on peut pas se passer, c'est intéressant, parce que nous, on a minimisé un maximum nos coûts, parce que globalement, on l'a lancé avec 0€, notre média. Et donc, on n'a pas bougé de ce point de vue-là, tu vois. On travaille encore avec un Canva, une banque d'images et CapCut pour les vidéos. Et c'est quelque chose, tu vois, qui va peut-être changer avec le temps, parce qu'on va se professionnaliser. Globalement, juste en allant... Vous montez sur smartphone? Ouais, uniquement.
uniquement sur Terrible. smartphone. Mais c'est Non, mais c'est bien, en vrai, c'est bien. Parce que vous faites des vidéos pour smartphone, donc c'est pas déconner. Et après, le jour où tu lances une chaîne YouTube ou un truc comme ça, tu risques de peut-être avoir plus de problèmes. Non, mais sur YouTube, c'est complètement impossible. En termes d'efficience, Mais ouais, en termes d'efficience, c'est ça. En fait, nous, ce qui est grave cool, c'est que le média, il est pensé de manière à ce qu'un contenu, ça nous prenne le moins de temps possible, ça soit le plus efficace possible, tout en gardant une qualité, tu vois. Et là-dessus, monter sur le smartphone aussi, c'est une manière de se dire que tu passes au travers des problèmes que tu peux connaître, par exemple, quand tu utilises des applications et que tu utilises une application genre Adobe et que tu vas compresser ta vidéo sur Instagram. Une vidéo trop quali sur Instagram ou TikTok, l'algorithme te le compresse et te référence mal parce que justement la vidéo est trop lourde. Et vu le flux de vidéos qu'il génère, c'est ok de penser comme ça. Et donc nous, monter sur smartphone, c'est la parade en fait pour rester en plein dans l'algorithme, peu importe le contenu qu'on sort. Ok. Et ok. Moi, je sais pas si je suis sûr de la partie algo, poids de la vidéo et tout, parce que nous, on produit des contenus pour des clients, je t'en avais déjà parlé, mais et il y a des trucs qu'on monte on monte rarement sur téléphone, mais parfois c'est filmé téléphone, donc tu le montes sur Premiere, tu le sors en MP4, en général, le poids du contenu c'est le même, mais on a sorti des contenus très lourds, tu vois, et pour autant, genre, on n'a pas senti d'impact négatif sur l'audience. Ok. Donc, c'est un point que je sais plus c'est où que je l'avais trouvé. C'était il y a 3 mois, j'avais vu ça, et depuis, genre on s'est dit ok, on va rester sur de la conception smartphone. Et en vrai, nous, c'est vraiment le plus efficace pour nous parce que ça me permet en fait d'avoir une info dans la journée et de la monter le soir quand je finis le taf et de l'envoyer direct. Donc ça, d'un point de vue efficient, c'est vraiment le top. C'est ça, ok, trop bien. Que Discord pour vous organiser, Drive. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, à l'ancienne, quoi. Mais on est vraiment sur de l'artisanat. Hein. En vrai, on est sur de l'artisanat, mais avec un contenu qui sort tous les jours. Et ouais, c'est ça. Un contenu par jour, en plus. Ouais, et on passe à 2 vidéos par jour, là, aujourd'hui. C'est ouf. Ouais. C'est ouf, hein, parce que ça fait beaucoup. Hein. Enfin, genre, il y a plein de gens qui... Ça fait énormément. Après, c'est des vidéos de 15-20 secondes, donc ça se fait, c'est OK. Mais c'est vrai qu'on se dit, tu vois... Et en termes de banque d'images, par exemple, tu utilises quoi ? En termes de banque d'images, on travaille sur ArtGrid beaucoup. Ok. Et Canva, ils ont boosté leur banque vidéo aujourd'hui, et tu peux trouver genre des choses dingues sur Canva. Ok. Genre la dernière fois, j'ai tapé impression d'oreille 3D sur Canva et il m'a trouvé une vidéo qui faisait ça, tu vois. Donc c'est assez ouf ce qu'ils font. Ouais, incroyable. Ça, je savais pas, tu vois, ça, la partie Canva pour les banques d'images. Ouais. Moi, je pensais plus à ArtGrid, je connaissais. Ouais. Mais, et donc, est-ce qu'il y a un service que tu payes pour produire tes contenus ou même pas? Pour produire Canva à 14,99 par mois. C'est tout. C'est tout. Ok. Efficace, rentable. C'est méga rentable. Rentable. Intelligent. On est obligé aujourd'hui de le penser comme ça, tu vois, parce que globalement, on n'est pas full-time dessus. Des fois, il y a beaucoup de gens qui... parce que vous êtes tous encore en activité, en études, en alternance ou à côté, Ouais, on a tous un job, quelque chose à faire à côté qui prend la plupart de notre temps. Donc, en fait, de le penser de cette manière-là, ça nous permet d'être efficace. Et en fait, c'est intéressant. Imagine le jour où tu passes full-time. C'est ça. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que globalement, on va trouver des process plus tard quand on sera full-time qui seront hyper optimisés de manière coût financier et coût humain, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui est cool. Carrément. Mais c'est intelligent. Ouais. C'est hyper intelligent. Moi, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des grandes conférences de rédac, les mecs qui se réunissent, machin, pour trouver les sujets. Il y a des grosses discussions. Il y a des grosses discussions et genre le contenu, c'est hyper précieux. Vous êtes quand même dans une logique de... est-ce que dans votre structuration, genre, vous êtes quand même en mode on trouve les sujets et on répartit les tâches et après tout le monde bosse, ou est-ce que c'est en mode les gars, j'ai vu ça, machin, vas-y, j'en fais un contenu, tu vois? C'est moi qui fais tous les contenus vidéo aujourd'hui parce qu'il y a ma voix dessus et qu'en fait j'ai toute la vision de ce que je veux faire sur les vidéos. Mais globalement, c'est Yanis ou Jean qui vont m'envoyer les thèmes de vidéo parce qu'ils auront une veille qui est beaucoup plus intense que moi là-dessus. Ouais, donc c'est plus eux qui sélectionnent les sujets, c'est plus toi qui les fais, quoi. Ok. Et vu que c'est toi qui notamment fais la voix, j'imagine que c'est un sujet qui te parle beaucoup. Sur le storytelling, toi, comment tu construis ton contenu? Est-ce que tu as une vraie réflexion là-dessus? Est-ce que c'est une réflexion qui a évolué au fur et à mesure du temps? J'imagine que oui, parce que forcément clairement. Au début t'es pas bon et après tu t'améliores, c'est logique. Mais comment tu fonctionnes là-dessus? Il y a une... Sur la manière de raconter ton histoire, en fait. Ouais. En fait, il y a le storytelling, il est pas global, mais il est sur chaque vidéo. En fait, faudrait que dans l'idéal, c'est pas toujours le cas, mais que chaque vidéo, ça soit une petite histoire. Ouais. Et je pense que c'est comme ça qu'on pense à un contenu qui fasse 1 heure ou 15 secondes. Faut
tout penser comme une histoire à raconter. Et donc derrière, mettre les plans qui vont en fait te happer dès le début, mettre la phrase qui va te donner envie de voir la suite, te mettre la vidéo qui va te mettre dans une certaine émotion. Donc penser tout ça, nous le storytelling on le pense pour chaque contenu. Après la ligne éditoriale qu'on a derrière et celle qu'on ne savait pas qu'on avait, tu vois, finalement c'est juste au fur et à mesure qu'on a produit du contenu qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment ça notre tonalité. C'est l'effet waouh, c'est l'effet waouh, que ça soit dans l'annonce qu'on va faire sur la vidéo ou alors dans la tonalité que moi je vais prendre quand je vais le dire, avec la musique qui va avec. Et c'est globalement ça qui ressort le plus de Bloom. Ok. Et ça se rapproche de ce que nous a dit. On a enregistré un épisode avec Ilyes de Vizoom, que tu connais. On s'est rencontrés en même temps, grâce à lui. Et il nous expliquait que pour lui, le gros sujet, c'était de réussir à faire des bons hooks, quoi. Réussir à faire des bons hooks, toujours avoir même des doubles hooks. Il disait qu'il essayait de faire des doubles hooks, de réussir à. Enfin, voilà, il capitalise beaucoup là-dessus. Et c'est clair que sur des formats très courts, comme des Reels ou des TikTok, en fait, c'est sur du média, c'est indispensable, quoi. T'es obligé d'être intense. T'es obligé d'être intense. Ça, c'est mandatory. Et même le hook aussi est mandatory, tu me diras. Mais le côté, enfin, les gens sont tellement au bout de 2 secondes ou 3 secondes, ça va pas plus, ils passent, en fait. Donc, faut tout de suite réussir à catcher l'intention pour dire et susciter la curiosité. Et en fait, c'est marrant parce que ces hooks, en fonction en vrai ils existent partout et en fonction des réseaux ils sont différents, c'est-à-dire que si tu prends bon Insta, Reels ou TikTok c'est quand même très proche, mais si tu prends YouTube, le hook il va être dans la miniature et dans le titre, tu vois. Et t'as vraiment des vrais stratèges de la miniature et du titre. Je pense notamment à Micode qui est très bon là-dessus, il est trop fort. Harddisk qui est très bon aussi. Enfin il y a pas mal de gens qui sont très forts là-dessus, mais eux le réfléchissent, en tout cas ces deux personnes le réfléchissent vraiment comme une vraie enfin c'est un truc sur lequel ils passent énormément de temps en fait, tu vois, parce que c'est comment tu vas réussir à dans ton titre susciter de la curiosité, un hook, un truc qui va te donner envie de regarder, que tu vas pouvoir compléter avec l'image de la miniature. Enfin tu vois, il y a toute une stratégie où tu donnes un peu d'éléments quand même pour que la personne puisse dire attends, j'ai envie de savoir, mais pas tout, pour pas qu'ils disent en fait c'est parce que si tu donnes tout l'élément, le truc l'intéresse pas, tu vois. Et on avait pas mal réfléchi à ça avec un créateur avec qui on bosse beaucoup qui s'appelle Balo, que tu connais sûrement. Et Balo, tu vois, typiquement, je me souviens, on avait une discussion. C'était une vidéo où il créait une marque de savon. Il designait une marque de savon en partant de zéro, tu vois. Et il m'envoie son titre en me disant voilà, mon titre c'est ça, et c'est je design une marque de savon en 7 jours, tu vois. J'étais en mode mais mec, en fait c'est pas sexy. Je dis le côté 7 jours c'est intéressant parce qu'il y a un espèce de challenge temps, mais bon il est quand même 24 heures, voilà. Non mais alors on n'a pas changé 24 heures, on a gardé 7 jours, mais non même pas, on n'a pas gardé 7 jours, je crois, je sais plus, faudrait que je revoie le titre, mais en tout cas ce qu'on avait fait c'est je dis mec, sors le mot savon, parce qu'en fait le truc savon, les gens ils vont se dire bah, savon, genre un foot de savon, tu vois, mais designer une marque par contre c'est peut-être un peu plus sexy. Donc en fait le truc c'était fini de mémoire, je crois que c'est je design une marque en partant de zéro, tu vois. Et t'avais le challenge de j'ai rien et je sors une marque complète, quoi. Et dans la miniature ça rappelait cet élément là, tu vois, et on avait senti tout de suite la diff à la sortie de la vidéo, parce que enfin voilà, ça va attirer beaucoup plus d'audience, tu vois. T'as la notion de chronologie, t'as la notion, enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux superlatifs jouer. à utiliser, carrément. Et après il faut aussi faire attention à pas être déceptif. Carrément. Parce que l'algo de YouTube est très violent envers le rebond. C'est quand tu cliques sur la vidéo et en fait tu dis mais c'est quoi cette merde, et que tu pars au bout de 5 secondes ou 10 secondes ou 20 secondes, tu vois. Et l'algo de YouTube il fonctionne au taux de clic par rapport au nombre de fois où la vidéo est poussée. Et plus le taux de clic est élevé, plus il va la pousser. Et pour valider entre guillemets ces taux de clic, c'est le watch time, c'est-à-dire que est-ce que les gens sont restés sur le contenu en fait. Parce que s'ils ont cliqué mais qu'ils partent tout de suite, en fait c'est pas une bonne vidéo, tu vois. Et donc le combo des deux fait que t'arrives à avoir de plus en plus YouTube qui te pousse et qui te fait monter ta vidéo en fait. Mais même si tu réfléchis hors algo, je pense que c'est important de pas être déceptif. Oui, bah évidemment, mais au-delà de ça, oui, grave. Dans ton contenu, évidemment, tu vois. Et on parle de l'algo là, mais d'une manière générale. Mais d'une manière générale, et globalement, nous, vu qu'on est sur des effets waouh tous les jours, t'as le risque en fait que sur un contenu où t'es déceptif, le lendemain, le gars se dise ok, il va encore me hyper avec un hook super bien fait, mais derrière, je sais que je vais rien apprendre. Donc c'est ça. Donc il y a toujours une valeur. C'est hyper violent de déceptif, c'est clair. C'est clair, faut faire vachement attention. Et puis même t'as le truc où tu peux finir par saouler les gens, quoi. Tu vois, surtout et ça c'est le pire, quoi. C'est-à-dire que t'as une audience qui te suit depuis un petit moment, qui aime bien ce que tu fais, et qu'à un moment en fait tu finis juste par les décevoir. Voilà,
Nous, c'est un vrai enjeu. Vu qu'on publie tous les jours, t'as le risque d'être lassé, tu vois. Après, globalement, je pense qu'on fera jamais autrement parce que là, il y a une telle intensité sur la production de vidéos et de contenu sur Instagram de la part d'autres médias qui est si avancée que ça serait se tirer une balle dans le pied que de sortir un contenu toutes les 2 semaines, tu vois, sur des plateformes comme ça. Non, mais après, tu peux peut-être te dire, tu vois, je sais pas, là, t'as un contenu par jour et tu veux passer à 2 contenus par jour, tu vas peut-être rester, finalement, in fine, tu vas peut-être te dire, je reste à 1 contenu par jour, mais je double la qualité, tu vois. Ouais. T'as cette perspective-là. Ou alors je fais 1 contenu par jour et 1 contenu long par semaine, tu vois. Ou je fais 2 formats sur ma journée. Un plus court, un petit peu pensé, tu vois, pour la prise d'abonnés, la visibilité. Et un petit peu plus long pour penser vraiment, tu vois, à la connaissance que tu partages aux gens qui te suivent. Donc, il y a plein de stratégies. Plus journaliste, quoi. Exactement. Carrément. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu t'empêches de parler, où tu te dis, ça... Au début... Oui, la politique, tu vois, par exemple, c'est un truc, ça nous intéresse pas en tout cas d'en parler. C'est pas votre sujet, quoi. Pas qu'on soit pas, tu vois, intéressé par ça, mais c'est pas ce que vous voulez faire avec Bloom, quoi. Ouais, globalement, on n'a pas envie de parler de ça aux gens. Et Valorant le fait très bien, tu vois, il a une position... Valorant, du coup, du crayon. Du média Le Crayon. Exactement. Qui est passé dans le dernier épisode. Qui est passé dans le dernier épisode qui est sorti, mais en fait, il y en a plein qui ont été enregistrés entre-temps, donc c'est pas le dernier épisode. C'est l'épisode numéro 4, si je dis pas de bêtises. Et qui fait des débats, notamment qui s'appelle Le Ring, il fait plein de trucs autour de la politique. Et qui arrive à bien gérer, tu vois, ce rôle un peu neutre. Après, peu importe la direction que ça va prendre ensuite sur les réseaux. Mais nous, ça nous intéresse pas du tout. Et au fur et à mesure, il y a des choses qu'on a fait parce qu'elles étaient importantes à réaliser. Par exemple, tu vois, on a parlé du fait que Jean-Baptiste Djebari, aujourd'hui, rejoint le conseil d'administration d'Opium. C'est politique, mais Opium, c'est une marque, c'est une entreprise de voitures à hydrogène qui marche à l'hydrogène, dont on a parlé il y a déjà 1 an. Globalement, pour nous, ça faisait sens d'en parler aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment, s'il y a un lien avec la tech, on va le faire. Mais oui, et puis c'est pas un lien, c'est juste le fait que ce mec-là soit un politique, mais en fait, ça aurait pu être un mec connu qui n'est pas un politique et qui rejoignait, et tu t'en aurais parlé quand même. J'en aurais parlé. Là, il y avait un vrai scandale autour de ça, scandale ou non, je sais pas, mais globalement il a beaucoup œuvré, tu vois, pour la filière hydrogène et de rejoindre ensuite une start-up hydrogène. C'est ça qui avait fait débat. Mais c'était super intéressant à traiter et globalement on a aussi parlé, tu vois, de la Russie et de l'Ukraine à des moments, mais sur des thèmes sur l'aspect business ou tech. Voilà. Est-ce que dans les gens que tu suis, pour la partie storytelling ou même pas, hein, tu vois, t'as des gens que tu peux nous citer peut-être qui sont un peu des inspirations où tu te dis j'aime bien la manière dont telle personne traite ça ou etc. T'as des exemples de gens globalement nous le storytelling il est assez... sur des créateurs de contenu ou des médias ou tu vois au sens large. Non bien sûr, nous les gens qu'on suit et qu'on prend genre pour exemple, ça va être Brut, tu vois, dans le créneau nous on est. Et Brut, j'adore le fait qu'aujourd'hui, sur leur format TikTok ou Instagram, ils soient restés hyper neutres, hyper haletants. Ils arrivent à créer une vraie ambiance, tu vois, sur une vidéo qui va faire 45 secondes. Et globalement, eux, en termes de storytelling, c'est super pertinent parce qu'ils arrivent à rester neutres, mais ils arrivent quand même à engager. Et ça, c'est cool. Parce que derrière, tu te fermes aucune barrière en termes de communauté. Et nous, c'est notre ambition, tu vois, parce qu'on déteste personne globalement. Donc le storytelling, là-dessus, nous, on le veut le plus ouvert possible, le moins fixe. Et par contre, les points qui nous aspirent beaucoup, ça va être par exemple ce que fait Arthur Aubeuf de Time for the Planet, qui est méga cool. J'aime beaucoup. Et j'aime bien la position qu'il a, tu vois, sur l'écologie, ou même ce que Maud de Green God fait aussi. La position, elle est intéressante, tu vois, parce qu'ils vont prendre ça sur le prisme de l'humour, ou alors le hook qu'ils vont faire, c'est de dire, par exemple, ils vont sortir une phrase, je crois pas au changement climatique, et globalement, d'embrayer ensuite sur une vraie pour aller chercher aussi bien les climato-sceptiques que les... Et ces 2 personnes que tu as citées, c'est des créateurs de contenu, mais plutôt sur LinkedIn. Enfin, c'est surtout des patrons de boîte, hein, qu'on se dit. C'est des CEO. Mais c'est des CEO, mais qui publient du contenu sur LinkedIn, donc du contenu écrit. Et la mécanique LinkedIn, c'est quand même aussi que t'as aussi un hook, tu vois. Un hook, tu le retrouves tout le temps partout.
t'as aussi un hook pour réussir à accrocher les gens dans leur feed, quoi. Et c'est vrai qu'ils traitent super bien de ce sujet-là tous les deux, et je les suis aussi, donc je vois très bien. C'est vrai que je t'ai pris des créateurs qui sont des entrepreneurs en fait, mais nous c'est parce qu'on se considère déjà comme ça, et aussi parce que aujourd'hui les créateurs de contenu sur Instagram et TikTok, en tout cas dans le secteur où on est business tech, globalement on a créé Bloom parce que nous on n'y trouvait pas notre compte, tu vois, on trouvait pas donc tu sais il y a eu un moment où les médias business, c'était beaucoup de tu vas devenir riche plus tard, prends cette formation. C'était un peu comme ça. Ouais. C'est l'enfer, complètement l'enfer. Et donc, du coup, il n'y avait aucune source d'aspiration à puiser de ça, si ce n'est le fait qu'ils arrivent à driver de très grosses audiences parce qu'ils ont une intelligence marketing, tu vois. C'est le seul truc qu'il faut en tirer en termes de contenu. Et donc, du coup, nous, on aime bien s'affranchir de ça et avoir une position beaucoup plus neutre, beaucoup plus globale et entreprendre si t'as envie d'entreprendre. Nous, on essaye de t'inspirer le maximum parce qu'on te présente, par les opportunités qu'on te présente et les risques qu'il y a. Mais globalement, si t'es employé, c'est ok, tu vois. Il n'y a pas de souci, quoi. T'es pas obligé d'être entrepreneur pour consommer du contenu chez Bloom, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Ouais, heureusement. On va parler un peu plus de l'audience de Bloom. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, t'as le sentiment d'avoir une audience engagée de manière générale sur l'ensemble des contenus, ou t'as plutôt des sujets qui marchent plus fort que d'autres? Alors, il y a une base vraiment de communauté Bloom qui est sur Instagram et qui, elle, est vraiment engagée. Et, en fait, ça vient du simple fait que nous, au début, notre audience, c'était vraiment vu comme un truc hyper précieux. Genre, en vrai, quand tu démarres, t'as pas beaucoup d'abonnés, donc tu fais attention à chaque abonné que t'as. Et je me souviens d'une période où, globalement, chaque abonné qu'on avait, on leur envoyait un message de bienvenue sur Bloom. Et, à la main? À la main. Tout à la main. Vraiment perso et tout. C'était vraiment c'était un travail de ouf. Ouais, c'est trop bien. C'est un travail de ouf, mais en fait, c'est dans notre ADN, tu vois, de kiffer notre audience. On répond à tout le monde. Bah ouais, mais c'est ce qui permet de snowball, en fait, aussi, un peu, d'un point de vue audience après. Il y a ça, et en fait, toutes les personnes qui nous contactent en DM, là, tu vois, je sais que sur Bloom, tous les DM sont vides à la journée, tu vois, en fin de journée, il n'y a plus de DM qui sont encore là. Qui sont non lus, tu veux dire. Qui sont non lus, exactement. Pas parce qu'on en a pas. Mais tu n'as pas juste tout supprimé? Tout. C'est dégageant, on veut plus de DM. Allez, ciao. Le mec, il dit tout l'inverse de son Non, et globalement, c'est parce que nous, on kiffe ça, et en fait, il y a des gens qui nous posent des questions, et c'est normal, et on est là pour y répondre. Parce que comment tu peux dire que tu es là pour démocratiser la tech si derrière, tu fais une vidéo et il y a un gars qui te pose une question, tu lui réponds pas, tu vois. Après, il y a aussi une notion de... Parce que pour vous, c'est peut-être encore tenable. Ouais. Tout juste. Tout juste, mais ça te prend, tu commences peut-être à te rendre compte que ça va devenir compliqué. Ça commence à être... Et tu vois, si demain tu fais x3 en audience... Mais tu vois, à ce moment-là, j'espère qu'il y aura un CM qui pourra le faire, parce que globalement, j'aimerais bien qu'on puisse tenir ce mindset-là, en tout cas, jusqu'au million d'abonnés. Ça serait genre génial. Peut-être que c'est impraticable dans la matière. Ouais, je pense que c'est... En vrai, c'est faisable, hein. C'est juste une question de moyens, tu vois, et de volonté. C'est-à-dire que je pense que tout le monde... Enfin, tout le monde, non, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens peuvent le faire. C'est juste une question de, est-ce que tu mets les moyens de payer quelqu'un qui va à longueur de journée répondre à des gens, tu vois. De ouf. Moi, je trouve ça restera toujours pertinent dans le sens où ces personnes-là, en fait, ils nous le rendent. Derrière, c'est des personnes qui vont commenter, qui vont interagir avec nous, et ça va nous favoriser dans l'algorithme. Donc, tu vois, tout le monde y a son compte. Nous, on leur donne de l'importance parce qu'ils en ont pour nous, et eux vont nous propulser. Donc, d'à côté, c'est aussi grâce à eux. C'est du win-win, en fait. C'est ça. C'est vraiment du win-win. C'est clair. C'est clair. C'est vrai que... Non, c'est clair. T'as complètement raison là-dessus. Est-ce que t'as eu le sentiment, toi, à un moment, de t'adapter un peu à l'audience pour leur apporter des sujets qui avaient marché, etc., tu vois, ou pas? Ouais. Le travail d'adaptation, il a été énorme, tu vois, d'une newsletter à des vidéos de 10 secondes. Il y a un sacré chemin, et en vrai... Mais ma question, c'était plutôt genre, est-ce que tu vois, dans les flux de contenu que t'as sortis et tout, dernièrement ou il y a quelques mois, t'as genre un contenu où tu t'es dit... Enfin, celui-là avait grave bien marché, et tu t'es dit pour répondre à cette nouvelle audience peut-être qui arrivait par ce contenu-là, il faut pas qu'on perde le fil, tu vois, et qu'on continue dans la même veine ou non, même pas. Là-dessus, le contenu, on le pense pour tout le monde, et tu vois, en fait... ça t'es pas drivé par un truc qui a marché spécifiquement, ou évidemment tu l'analyses. Si, on l'analyse, on le reproduit dans le format, pas dans le fond, et globalement, on se reverra jamais traiter
2 fois le même sujet, à voir si ça fait sens. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que nous, les contenus qu'on a fait dès le début, quand on est passé sur la vidéo, ils étaient hyper viraux. Donc, je sais pas, au bout d'1 mois, on a commencé à faire des vidéos, on commençait déjà à faire des 1 million, 2 millions de vues. Et globalement, aujourd'hui, on a 70 000 abonnés sur Instagram, tu vois, ce qui reste OK. Mais tous les mois, on va faire des vidéos avec 1 million, 2 millions de vues. Et donc, notre contenu, il est vraiment pensé au-delà de notre communauté et tout le temps. Okay. Donc, plaire à une communauté, c'est pas de notre intérêt parce qu'on veut plaire à tout le monde, tu vois, ou en tout cas que tout le monde puisse regarder cette vidéo. Donc, on se focus pas tellement sur ce que la communauté a aimé à un moment donné. Ça, oui, en termes de format, ça nous aide à savoir un petit peu quel timing avoir sur les plans. Par exemple, là, on a remarqué que au fur et à mesure des contenus qu'on faisait qui marchaient bien, que le premier plan devait faire 1 minute 50 et que c'est ce qui nous permettait, tu vois, d'aller chercher beaucoup plus de watch time. 50, c'est-à-dire 1 seconde 50, ouais, je me disais. Ce qui faisait beaucoup plus de watch time derrière. C'est ça qu'on a regardé. Oui, donc t'as vraiment aussi une analyse presque technique du truc, quoi, pure. Ouais, une analyse Excel du truc. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi ça a marché, etc. Ouais, en vrai. Terminer des points communs. Ça, je pense que ça sera la forme finale de Bloom. Tu vois, c'est une version très analytique de ce qu'on fait, très data. Aujourd'hui, on l'a pas. On est sur une partie très créa et on est OK avec ça. On a les analytiques que nous fournissent ces médias sociaux-là. Mais globalement, je trouve que c'est intéressant et pertinent de les analyser, de les retranscrire et de cerner certaines choses qui vont toujours marcher quoi que tu dises dans ton contenu, tu vois. Toujours sur l'audience, ouais. Est-ce que tu as en tête peut-être un truc qui t'a marqué d'un retour que tu as eu de la part de ta communauté Après, nous, on en a... De notre communauté... On a toi en perso ou toi en direct, tu vois, quelqu'un dans la rue, je sais pas, Enfin, non, parce que vu que vous ne montrez pas vos têtes, vous faites pas reconnaître. Mais c'est ça qu'en fait... Et c'est là-dessus, en fait, que c'est drôle. C'est que... par exemple, je me souviens que... alors, j'habite... de base, je suis pas parisien, tu vois. J'habite dans une petite ville dans le nord-est de la France. Et il y a que mon cercle de potes qui sait globalement que je fais Bloom. Et il y a pas longtemps, il y a des petits de notre ville qui sont venus les voir en leur parlant d'un média, tu vois, qui avait parlé d'un robot avec une tête humaine, machin et tout. Et genre, ils étaient en train de lui dire, mais c'est Mathéo qui fait ça. Et donc, il y a pas mal de trucs là-dessus. Et non, nous, je trouve ça cool en soi qu'on soit resté... certains anonymat. Globalement, aujourd'hui, bah ouais, c'est assez confort, tu vois. Tu penses quoi? C'est un sujet intéressant, c'est incarner, parce qu'en fait, vous incarnez, parce que t'as ta voix quand même, mais montrer sa tête versus pas le faire. En fait, c'est pas tellement une question de en avoir envie ou non. La question de l'incarnation dans les médias, je te pose le truc au sens large, tu vois. La question de l'incarnation dans les médias, globalement, si on reste sur cet exemple qui est brut, ils ont trouvé très tard une incarnation sur leur reportage, tu vois, par exemple, mais la plupart de leurs contenus sont pas forcément incarnés physiquement. Et donc, ça permet, je pense, en tant que média, ne pas avoir une incarnation, ça te permet d'élargir un maximum, de jamais avoir le souci que une personne ou une autre parte et que finalement, tu vois, il y a des problèmes avec l'audience, qui soient plus OK avec une autre personne. Je pense qu'il y a pas mal d'influenceurs ou de gens qui ont créé des grosses chaînes, des gros comptes qui aujourd'hui se font bloquer par le fait qu'ils sont obligés de rester là alors qu'ils ont 15 000 autres trucs à faire. Je pense qu'il y en a, ils sont complètement OK avec ça. Il y en a d'autres qui aimeraient bien le déléguer. Nous, par exemple, ça nous permettrait de déléguer, de passer à d'autres formats, tu vois. Donc, de faire beaucoup plus de choses. Ouais, c'est ça. Tu peux, en fait, tellement plus facilement élargir quand tu n'incarnes pas physiquement, du moins. C'est ça. Le truc. Ouais. Tu risques d'être un peu bloqué parce que t'es limité à la présence d'une personne qui est indispensable. Ou alors cette personne-là peut exploser en plein vol à un moment parce qu'en fait elle en fait trop, tu vois. Et en plus, mais à côté de ça, t'as quand même des avantages. T'as des avantages énormes, surtout sur les réseaux sociaux. Mais d'avoir pris le contre-pied de ça dès le début et en fait d'avoir eu la preuve que ça marchait même si on n'était pas incarné, ça nous a un peu forgé dans notre opinion de se dire ok, pour l'instant, tant que c'est pas incarné et que ça marche, on continue comme ça. Globalement, par contre, sur YouTube, je sais pas si on incarnera pas la chose, tu vois. Mais ça se fera de manière collective. T'auras pas une tête. Parce que derrière, il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Bon, l'objectif, c'est pas de montrer 15 personnes, mais de montrer en tout cas les têtes qui ont pensé ce contenu et qui le font. Est-ce que tu as échangé avec des gens qui sont dans l'innovation
qui sont, enfin, tu vois, qui sont dans les sujets que tu traites, dans la tech, etc. Et est-ce qu'ils t'ont donné un avis? C'est déjà arrivé qu'ils te donnent un avis sur carrément. Bah ouais, parce que, alors, la journée, je travaille dans une fintech qui fait des levées de fonds pour start-up. Donc, en fait, je peigne toute la journée là-dedans. Tu fais ta veille. Je fais ma veille. Et globalement, c'est hyper intéressant d'avoir le retour. Alors, je parle autant avec des entrepreneurs, tu vois, qui ont 40 ans et qui maîtrisent pas forcément, tu vois, tout ce qui est réseaux sociaux, mais qui trouvent ça hyper stylé, genre qui sont grave passionnés par ce qu'on fait. Genre, il y en a plein qui derrière, en fait, vont nous suivre grâce à ça. Et on voit plein d'entreprises qui nous suivent. Et globalement, ouais, même les personnes que je rencontre dans l'innovation, alors, elles adorent ce qu'on fait. C'est rare. Les personnes qui, en fait, vont critiquer ce qu'on fait, on les voit beaucoup en commentaire. Et ça va être, par exemple, des scientifiques qui vont être ou des ingénieurs qui vont être sur des questions de détail. Par exemple, on a parlé de, je sais pas, un lanceur de satellite par catapulte, tu vois, un projet en tout cas. Et là-dessus, mais on s'est fait bâcher d'ingénieurs qui nous disaient non, mais en termes de thermodynamique, c'est pas possible. Là-dessus, tu vois, nous, on est OK, on fait un contenu de 16 secondes, on veut juste éveiller ta curiosité, on n'est pas prof de mathématiques, il y a aucun souci là-dessus. Et donc, je pense que les personnes dans l'innovation sont très OK là-dessus parce que ça permet d'élargir tous les sujets liés à l'innovation. Et je pense que derrière, en plus, ça peut leur donner des idées sur comment démocratiser un maximum des sujets qui, de base, sont niches. Tu vois, des fois, on parle d'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a des boîtes dans l'intelligence artificielle qui doivent se casser le crâne en matière de communication à réfléchir comment ouvrir ou élargir leur sujet. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, en fait. Et donc, ça, je pense que c'est intéressant pour elles. Et maintenant, les personnes qui sont... dans une logique mathématique, ingénierie, c'est sûr qu'elles nous en veulent un peu plus parce que là-dessus, on reste assez faiblard, tu vois. Ouais, voilà, après, c'est pas l'objectif, tu vois. C'est pas du tout l'objectif. Mais enfin, vous en veulent, c'est peut-être un peu... Oui, c'est un peu juste des gens qui ont ce besoin de corriger et de se sentir... Ah non, t'as dit une bêtise. Genre... Bon, ok, tu vois. Aujourd'hui, vous publiez du coup sur Insta, TikTok... Insta, TikTok et globalement aujourd'hui c'est nos canaux les plus fréquents. Il y a Twitter aussi qu'on est en train de lancer, Discord pour notre communauté, donc on a un Discord spécialement pour notre communauté et derrière on est en train de créer la chaîne YouTube, tu vois, qui est vraiment en réflexion durant tout l'été parce qu'on veut arriver avec quelque chose qui... Avec une proposition. Ouais, grave. Parce qu'en vrai, ce qui se fait sur YouTube a vocation, tu vois, à être répété. Et moi, de voir un contenu et de savoir que ça a été inspiré de qui ou ça ressemble à quoi, c'est un peu lourd. J'aime bien voir des choses vraiment innovantes. Et je sais que toi aussi, t'es un peu dans ce truc-là de toujours vouloir être beaucoup plus créatif que les autres. Et ça, c'est méga important. D'être distinctif, c'est une de nos valeurs. Enfin, de toute façon, si tu fais la même chose que quelqu'un qui le fait déjà et qui est plus gros que toi, globalement sur YouTube, tu perceras pas en fait. Enfin, c'est assez mort. Il y a peu de chance. Non, mais après, sur YouTube, c'est mort. Sur YouTube, c'est mort. Après, sur Instagram et TikTok, tu vois des duplicatas de comptes, mais qui arrivent à monter à des scores ouf. Bien sûr. Mais ça, c'est... Oui. Mais sur YouTube, c'est pas impossible non plus, hein, sur YouTube, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Le créneau est plus compliqué sur YouTube pour le coup. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Parce que franchement, moi, en tant que consommateur, c'est ma plateforme préférée. Tu vois, globalement, je consomme pas trop de contenu d'Instagram ou TikTok. Je suis pas... C'est marrant ça. Ouais, je suis pas encore trop pris dans l'algorithme. J'ai pas été captivé par ça. Ouais, moi aussi, après, enfin, tu me diras TikTok maintenant, je commence à en bouffer quand même pas mal, mais avant beaucoup moins. Mais YouTube, clairement, moi, YouTube, c'est mon canal principal, tu vois. Et parfois, t'as Twitch qui vient refaire des fois, je consomme plus de Twitch pendant plusieurs mois, et puis en fait, des fois, c'est tous les soirs, et puis Twitch, c'est un peu des allers-retours. Je sais pas, j'ai jamais une fidélité énorme à Twitch, mais par contre, YouTube. Alors moi, quand je rentre chez moi le soir, que je me mets dans mon lit, que je sais pas quoi faire, que j'ai envie de me poser tranquille et me mater une vidéo, c'est génial. Le premier réflexe, c'est toujours YouTube. Mais surtout, t'arrives à des... En fait, t'as un enseignement... Enfin, moi, YouTube, c'est un peu mon moyen d'apprendre aussi. Ouais, carrément, c'est vrai. Parce que c'est vraiment... J'apprends énormément de choses sur YouTube, en fait. J'ai appris énormément de choses sur YouTube. Enfin, tu vois, une vidéo qui me sensibilise à un truc, ou qui me parle d'un truc, ou parfois même m'apprend un truc. Et je vais creuser plus loin en recherchant, tu vois, enfin... Je pense que ça a créé des passions YouTube. Ouais, de fou. Moi, je consomme beaucoup d'histoires, tu vois, il y a plein de trucs. Cool. J'ai découvert, par exemple, la chaîne Eureka. Je sais pas si tu vois. Bah, j'ai regardé un contenu de hier soir. Génial. On parle de la même chaîne, la chaîne de finance. Ouais. Le mec qui vulgaire de la finance et tout. Enfin,
Ouais, c'est hier, bien le ça. contenu que je regardais, bah, justement, je crois que c'était sur la crise des subprimes. Et Oui, bah putain, c'est celui-là. Mais ouais, Ouais. moi c'est enfin trop fort. La Enfin, trop psychologie fort. trader. Genre, Non mais c'est dingue, ouais, c'est j'ai le phasé gars, dessus. enfin les subprimes, enfin la crise de subprime, c'est quand même un truc assez, enfin la finance de manière générale, pour le commun des mortels, c'est un truc compliqué à comprendre pour les gens qui ne travaillent pas dans la finance. C'est Toi, t'es super dans une compliqué. fintech, peut-être que t'es un peu différent de ça, mais quand t'es pas dans la finance, c'est quand même compliqué à comprendre. Tu vois, il y a plein de termes, il y a plein de trucs techniques, c'est très nébuleux. Enfin, tu vois, tu comprends pas tout, tout machin, les marchés, la bourse, les trucs, impact, les crises, pourquoi, comment, etc. Machin. Enfin, tout le monde sait dire qu'en 2008-2009, il y a eu une crise qui est partie des États-Unis qui est à cause des subprimes. Personne ne sait trop ce qu'étaient les subprimes et que ça a impacté le monde, que ça a impacté l'économie mondiale. Voilà. Et globalement, c'est le niveau d'information que tout le monde a. Et en fait, ce mec-là explique tout un tas de trucs hyper intéressants sur les sujets de finance et le vulgarise vachement bien parce qu'il a cette stratégie d'avoir un double personnage où t'as le prof entre guillemets, celui qui apprend, et le deuxième personnage qu'il incarne aussi, qui est un peu le teubé qui pose des questions et avec des super graphismes, graphiques pardon, qui sont hyper bien foutus. Enfin, c'est pas d'une qualité folle en termes de vidéo, mais c'est pas nécessaire, mais c'est super bien. C'est trop bien pensé. Le truc, tu le comprends, quoi. Et il te vulgarise, et en même temps, t'as le schéma qui t'explique. Enfin, mais même le prisme qu'il prend sur la vidéo là, tu vois, qui est pas du tout financier, tu vois, finalement, il est très sociologique, tu vois, sur la sociologie du trader et tout. Bah, juste cet angle-là, ça permet de capter tout le monde et en fait les intéresser et de les éduquer ensuite sur le sujet financier. Donc globalement, c'est super intéressant ce qu'il fait. Mais surtout, moi, ce qui me rend dingue sur ce sujet des finances, c'est une micro-aparté parce que c'est fou, c'est que en fait, c'est un truc, tout le monde en dépend. Notre monde actuel, quasiment pour tout le monde, est régi par ça. Et personne le comprend. Mais personne le comprend. Enfin, en tout cas, une poignée de gens comprennent, tu vois. Mais alors que c'est passionnant. Alors c'est passionnant, même si t'es pas dedans, c'est juste comprendre. Moi, c'était le truc, c'est pas forcément mon objectif, c'est pas de faire du trading. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est pas mon objectif, c'était juste de comprendre, ok, qu'est-ce qui dépend de quoi, comment, pourquoi, etc. Et ça te fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça te permet de faire changer, ça te permet de changer de paradigme aussi. Carrément. C'est-à-dire que quand t'es dans ton univers financier avec ce qui est pour toi, avoir beaucoup, peu d'argent, machin, etc. et que tu rentres dans des trucs où tu vois que des mecs qui s'échangent des millions, enfin, tu te dis, mais waouh, c'est quoi le truc? Et enfin, tu vois, il y a ce côté-là est assez intéressant. Comme l'histoire, tu te dis pas demain que tu veux devenir historien. Non. Mais tu kiffes. Mais par contre, je pense que la finance peut avoir la même vocation. Exactement. Même si de prime abord, c'est un aspect. De prime abord, c'est très dur. Mais dans le même secteur, on en a déjà parlé dans nos épisodes, mais Vous avez le droit. Je connais pas. Bah, tu vas regarder sur YouTube, Vous avez le droit, un gars qui parle de droit. Et alors, c'est assez dingue parce que ce mec-là, il a 60. J'ai pas envie de donner son âge si c'est pas le bon, mais à mon avis, il a autour de 70 ans. Plus, moins, je sais pas trop, mais en tout cas, il est pas tout jeune. Il est universitaire en droit et tout machin, donc moi je l'avais rencontré une fois. Et c'est dingue parce qu'en fait, il a compris tous les codes de YouTube. Il est aidé par quelqu'un, etc. Mais il a compris tous les codes de YouTube aujourd'hui et il a une chaîne. Mec, c'est insane. Je vais aller regarder en même temps qu'on se parle pour te dire exactement dernièrement ses stats. Mais le gars parle de droit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le droit, c'est quand même vraiment pas le truc qui fait kiffer à la base. Tu m'as dit, ça s'appelle comment? Vous avez le droit, comme ça. Vous avez le droit. Ok. Et il a sorti, tu vois, il a eu des vidéos là qui ont fait 400 000 vues, 335 000 vues, 129 000 vues. 110 000 vues, enfin globalement il est toujours aux alentours ou au-dessus des 100K sur des vidéos, enfin tu vois, sur des trucs quand même qui sont pas simples, quoi. Une vidéo par semaine et tout machin, enfin c'est impressionnant. C'est un vrai kiff, au-delà de faire du contenu dans une logique de monétiser et tout. Genre nous on a un vrai kiff, tu vois, à démocratiser des sujets. En fait, c'est trop bien de te dire, t'es en train d'avoir un impact sur une grosse partie de personnes et t'es en train de leur transmettre du savoir. Alors lui, il transmet un savoir qui est ultra précieux et ultra précis sur un domaine, voilà, et tout. Nous, c'est sur une autre partie, sur des formats courts. Peut-être que plus tard, ce sera sur des formats beaucoup plus longs et où on apportera beaucoup plus de connaissances. Mais par contre, le fait de transmettre, tu vois, à autant de gens, c'est ouf. En fait. Ouais, c'est trop fort. On a une petite tradition que tu connais sûrement vu que tu as écouté d'autres épisodes, mais est-ce que tu pourrais nous citer peut-être un contenu qui t'a, si tu dois en citer qu'un, quel serait le contenu qui a fait ta plus grande fierté, où tu t'es dit putain celui-là vraiment que t'as bien kiffé? T'as le temps de réfléchir si t'as besoin.
Pas de pression. Non, en vrai, il y en a un. Il y a une des premières vidéos. Il y en a une qui est drôle, en fait, et il y en a une qui est stylée. Il y en a une qui est drôle parce que une fois, on a fait un contenu sur une télé incassable sur TikTok. Ok. Et globalement, moi, j'ai vu cette télé incassable, tu vois, j'ai dit, je vais pas en faire un contenu pompeux, machin et tout. Je vais parler de Mohamed Eni dedans. Ouais. On a eu des spams de commentaires, mais genre énormes. Le lendemain, on s'est réveillé, tu vois, la vidéo était à 600 000 vues. Mohamed Eni, parce que si tu peux donner le contexte pour les gens qui connaissent pas. Le contexte, Mohamed Eni, un créateur de contenu qui fait des vidéos. C'est un gars qui fait de la qui réacte. C'est même pas un créateur. En vrai, je pense qu'il s'en fout. C'est un gars qui fait des vidéos, qui fait des vidéos de réaction. Ouais, ça le fait kiffer. Et qui est fan de l'OM et qui casse des télés quand l'OM perd. Et globalement, casse des télés, mais sous toutes les formes, genre avec des marteaux, des voitures, tu sais, genre... Oui, c'est un peu son running gag, c'est d'éclater des télés, quoi, quand l'OM perd. Et genre, moi, ça m'a fait délire de le mettre dans la vidéo, mais je me suis jamais dit, tu vois, que tout le monde allait commencer à le notifier. Et il y a l'agent de Mohamed Eni qui nous a contactés, parce qu'à la fin de la vidéo, on fait une ouverture en mode, on lance le défi à Mohamed de casser cette télé incassable. Et le gars nous envoie un message, les gars, essayez de trouver la télé, je l'ai trouvée nulle part, et on fait un contenu ensemble. Tu sais, non, nous, c'était à une époque où on avait 5000 abonnés sur TikTok. Genre, on s'est dit, waouh, l'occasion de malade, tu sais. Genre, on va faire un contenu hyper ouf. Derrière, on va embrayer vidéo YouTube et tout. Et donc, on a cherché partout, mais sur des sites chinois, la télé incassable. Introuvable, le truc. Introuvable, ouais. Malheureusement, donc pas de contenu avec Mohamed Eni. Tant pis. Pas pour l'instant. Ouais, non, mais ça va venir. Ça va venir. Et est-ce que, à contrario, il y a un contenu où tu t'es dit... Ouais. Tu vois, qui a pas trop marché, ou qui a pas été compris comme tu le voulais, ou tu vois, un truc... Après, il y a plein de contenus sur lesquels, par exemple, nous, on va avoir tu vois, il y a des innovations aujourd'hui qui sont au début de ce qu'elles vont être. Qui sont vraiment, des fois, juste des maquettes, des pensées, des idées. Et nous, en fait, dans notre volonté, tu vois, de partager ces innovations, mais d'être vraiment à la source de ces trucs-là, des fois, en fait, on va être sur des réactions qui sont hyper contre-intuitives, où les gens vont dire mais les gars, c'est impossible que ça existe un truc comme ça. Fake news, c'est un des commentaires qu'on a le plus quand on va parler de choses très innovantes. Qu'aujourd'hui, on se projette pas du tout. Peut-être mettre un peu de conditionnel en disant... Tu vois, en expliquant le statut du projet, en disant que c'est qu'une idée pour l'instant, ou que c'est en développement. C'est ce qu'on fait, tu vois, dans toute la description. La description, le contenu autant en vidéo, il est pensé vraiment de manière à toucher le plus de monde, mais la description, elle est toujours sourcée. Elle provient toujours d'articles, de médias, nous, qu'on estime pertinents. Et derrière, donc, chacun a vraiment une matière à lire et peut creuser le sujet. Maintenant, dans la vidéo, tu vois, on essaye d'être le plus impactant possible, sans mentir, tu vois, mais en restant impactant. Et donc, globalement, il y a beaucoup d'innovations, des fois, qui sont mal reçues parce que trop lointaines pour les gens, et donc target fake news. Mais c'est normal, et en vrai, c'est intéressant pour nous, ces choses-là. Bon, quand ça sort, ça fait c'est un peu dérangeant, tu vois, de recevoir ce commentaire fake news. Ça fait pas plaisir, mais pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet encore plus d'affiner le message sur des innovations. Ça nous permet de comprendre aussi pourquoi le grand public reçoit mal une innovation. Tu vois, on parle de l'impression 3D d'organes. Pas tout le monde qui est OK pour ça. On parle d'intelligence artificielle qui ont des places dans notre société. Tout le monde n'est pas OK. Des robots à tête humaine, ça aussi. Donc, il y a plein de sujets comme ça qui sont hyper compliqués pour les gens. Et donc, c'est intéressant de comprendre pourquoi c'est compliqué. Ok, trop cool. Trop intéressant. C'est clair que le truc fake news, les gens peuvent se dire et ça peut vous target, surtout si t'as fait le travail de décrire, de faire une description et tout machin. Bon. Ça fait un peu chier, et après, on est un contenu par jour, donc on se dit, ok, genre, des fois... Oui, t'as quand même une notion de... Ouais, on n'est pas trop dur avec nous là-dessus. Globalement, quand ça va sortir, ça va un peu nous titiller. Nous titiller, mais après, on est ok, c'est le jeu aussi, tu vois. Trop cool. Et dernier petit rituel que tu connais aussi, le podcast s'appelle Marqueur Social, parce que pour nous, c'est un acte créatif qui lie un créateur à sa communauté. Pour toi, c'est quoi la dernière chose que vous avez fait, filmé, sorti, etc., machin, dont les gens se souviennent et qui a vraiment marqué les gens? Un marqueur social, pour nous, c'est quelque chose qui a aussi marqué une audience. Et quel est pour toi le dernier truc qui a vraiment marqué votre audience, peut-être un peu plus que les autres? Ouais. Je pense que c'est
une vidéo qu'on a fait il y a pas trop longtemps qui était un poil plus engagée que ce qu'on fait d'habitude. Okay. Et c'est un créneau en fait qu'on va garder finalement parce que nous, ça nous fait kiffer d'avoir un impact. Et donc, globalement, on parlait du projet ECOP de Total, qui est un pipeline chauffé énorme avec un impact environnemental genre un peu dégueulasse. Ouais. Et donc, nous, on a fait un contenu là-dessus qui a vachement fait réagir. Et ce qui nous a fait kiffer, c'est qu'on a eu un tas de repartages, mais genre une 50aine de repartages de personnes de notre communauté. Ce qu'on n'a pas d'habitude, des repartages en stories, on connaît moins ça. Et donc là, on était content d'être vu comme le média qui vient annoncer ce genre de choses, plutôt que le média qui parle purement d'innovation qui va arriver dans 5 ans. Donc là, c'est cool parce qu'on a vu vraiment le potentiel de Bloom en matière d'écologie, en matière de transition, en matière de changement et d'innovation sur ces sujets-là, en fait. D'innovation sur ces sujets-là. Et ouais, c'est attaché déjà à notre génération, je pense, globalement. Et donc aujourd'hui, ça nous fait de plus en plus kiffer d'aller vers des sujets engagés qui vont marquer les gens. Et si on touche aussi des personnes qui sont pas du tout impactés par ça, globalement d'essayer au fur et à mesure de leur donner au moins l'éveil d'aller regarder des trucs du GIEC ou d'autres choses qui sont faits sur l'écologie aujourd'hui. Ouais, ça, tu peux être la première brique de la sensibilisation. Mais franchement, on sera déjà hyper content d'avoir fait ça. Bah, trop bien. Et j'ai vu ce contenu et c'est vrai que il m'a bien fatigué aussi. Okay. Et dans la manière, j'invite les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent à aller checker ça parce que dans la manière dont il est construit et monté, on voit bien que, on retrouve les éléments dont on a parlé avant. Ouais. Et c'est clair que c'est, moi, le hook là-dessus a été hyper fort. C'est cool. Donc, on va le refaire celui-là. Il était cool. Merci en tout cas d'être venu. Merci à toi, Jean. Trop cool d'avoir pu échanger avec toi. Merci aussi à Grégoire qui a préparé, comme à chaque fois, qui m'a aidé à préparer cet épisode, donc et qui a enregistré l'intro que vous avez pu entendre aussi. Donc voilà. Merci beaucoup. À une prochaine. Merci. À bientôt. Ciao.